Bonjour, bienvenue dans ce 7e numéro de Mahogany, le 3e consacré à la maladie d'Alzheimer, après le diagnostic, après la prise en charge dans le cadre de l'hôpital de jour du Lamentin. Nous allons aujourd'hui nous consacrer ce numéro de Mahogany à la prise en charge de la maladie dans le cadre d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Il s'agit de l'Oasis qui se trouve route de Balata à Fort-de-France. Aujourd'hui, pour en discuter, nous avons comme invité M. Marc Serraline. Bonjour M. Serraline. Bonjour. Merci de nous accueillir. C'est moi qui vous remercie et sans doute nos téléspectateurs également. Donc vous êtes le directeur de l'EHPAD de l'Oasis. Donc nous verrons au cours d'émission un petit peu l'historique de cet EHPAD et également nous consacrerons notre propos sur la structure PASA. On verra ce que signifie cet acronyme au sein de l'Oasis. Nous avons également en notre compagnie Monsieur Franz Rémy, oui, bonjour. Qui est, je pense, bien connu également de nos téléspectateurs, de tous ceux qui s'intéressent au monde des personnes âgées, puisqu'il est le directeur de l'Âme d'Or. Très très bien, merci de m'avoir invité et de nous avoir invité, M. Serraline et moi-même. Très bien. Donc, alors, la prise en charge dans le cadre d'un EHPAD, nous serions impardonnables si nous ne mentionnons pas que nous sommes, et vous le savez sans doute également, dans le cadre de la Semaine Bleue, la Semaine nationale des retraités et personnes âgées. Nous recevrons en fin d'émission monsieur, par voie téléphonique, monsieur le directeur, monsieur Panzo, qui est directeur du CCAS de Rivière-Salée, qui nous entretiendra et qui nous proposera différentes activités et réunions festives qui se dérouleront sur le territoire de la commune au cours de cette semaine. Nous abordons donc maintenant la rubrique santé et médecine, la prise en charge de la maladie d'Alzheimer dans le cadre d'un EHPAD. Monsieur Serraline, alors donc vous êtes le directeur de cet EHPAD, l'Oasis, dont on entend parler régulièrement. Alors est-ce que vous pouvez dans un premier temps, nous dire, puisque la terminologie a changé depuis la création de cette institution, avant il s'agissait d'une maison de retraite, aujourd'hui il s'agit d'un EHPAD. Alors qu'est-ce qui a motivé cette transition et qu'est-ce que ça apporte de plus? Alors, si vous voulez, l'évolution du terme, comme vous disiez, il y avait la maison de retraite traditionnelle avant. Ensuite, il y a eu ce qui s'appelle les maisons de retraite médicalisées, les unités de soins longue durée. Et après, si vous voulez, un état des lieux, on a constaté que dans les maisons de retraite, où il y avait les maisons de retraite ordinaires, où il y avait une bonne qualité de vie, mais il y avait une insuffisance en soins. Et dans d'autres institutions, on a constaté qu'il y avait beaucoup de soins, mais pas de vie. Donc le législateur a trouvé ce concept d'EHPAD, où il est question maintenant, selon un cahier des charges bien précis, de donner du soin dans un lieu de vie. Voilà l'EHPAD, ce qu'il veut dire, en clair. Enfin, ce à quoi il prétend donner du soin le plus élémentaire au soin le plus élaboré, mais dans un lieu de vie et de convivialité. Donc, dans ce cadre-là, vous avez vocation à accueillir toutes les personnes donc, âgées, malades ou pas, quel que soit le degré de la maladie. Voilà. Alors, si vous voulez, comme le nom l'indique, établissement d'hébergement personnes âgées dépendantes, non, la clientèle la plus attendue dans nos établissements, ce sont les personnes âgées dépendantes. Et comme vous disiez, alors ça peut être une dépendance liée à l'âge, mais ça peut être une dépendance liée à la maladie, ou les deux, l'âge et la maladie. Très bien, donc toutes les personnes âgées et donc a fortiori les personnes dépendantes. Donc je crois qu'il existe un éventail dans la dépendance, une hiérarchie dans la dépendance. Alors, il y a différents niveaux de dépendance, en effet, de la dépendance la plus légère qu'on regroupe en groupe iso-ressources, un petit terme un petit peu barbare, mais qui le simplement... fameux GIR. Voilà, le fameux GIR.
Hein, ou 5-6, c'est quelqu'un qui a quand même toute son autonomie. Ensuite, il y a 3-4 où on est en phase de la perte, ou tout au moins une diminution avérée. Et puis 1-2 où vraiment on est confronté à une véritable dépendance. D'accord ? Alors depuis quelques années maintenant, le focus est mis sur les personnes âgées atteintes de maladies neurodégénératives. Il y a un plan qui a été élaboré, donc il y a eu un premier plan dans les années 2000 je crois, et puis un second plan donc, qui a été initié par le président Sarkozy, donc plan Alzheimer, et dans ce cadre-là, l'accent est mis sur la prise en charge, la détection, la prise en charge donc de ces personnes. Donc dans le cadre de votre établissement, comment l'idée de constituer une unité particulière et spéciale pour ces personnes est-elle née? Alors, si vous voulez, l'analyse des besoins réels et du fonctionnement de l'établissement, aussi de la population accueillie, nous avons très vite compris que nous avons quand même une population qui arrive de plus en plus tard en établissement et qui est déjà frappée par des phénomènes de dépendance assez objectifs et surtout avec une grande désorientation. Alors, qu'elles proviennent de l'âge, comme je disais tout à l'heure, qu'elles proviennent d'une maladie neurodégénérative, qu'elles proviennent, quelle que soit la provenance, nous avons cette désorientation à gérer. Et gérer une désorientation, bien sûr, le plus gros pourcentage de désorientés, c'est quand même les maladies neurovégétatives de type Alzheimer. Ça, c'est vrai. Donc, il était évident qu'il fallait trouver des solutions pour améliorer, faire évoluer la prise en charge. Hein? Et ça a été quand même, nous avons des sociétés nationales, même locales, que l'on appelle des sociétés savantes, parce qu'elles réfléchissent, elles imaginent pour nous qui sommes sur le terrain, même si nous avons de l'expérience qui ne cesse d'évoluer, mais il est bien de se mettre en phase avec les synthèses de toutes ces sociétés de gérontologie qui réfléchissent en permanence aussi pour nous et avec nous. Donc, effectivement, dans ce fameux plan, il était question d'aller vers des prises en charge encore plus évoluées et en perdant le réflexe toujours du médicament. Je ne vais pas oser parler de thérapeutique douce ni de médecine douce, mais on essaie de se détacher du réflexe soin médicamenteux. Il y a d'ailleurs tout un mouvement, c'est la tendance actuelle en termes de maladie d'Alzheimer, effectivement, les thérapeutiques non médicamenteuses. Non médicamenteuses, puisque on part, je crois, du constat que les thérapeutiques médicamenteuses ne donnent pas encore tout à fait les résultats qu'on escompte. Voilà. Alors, on va commencer. Alors, il y a la prise en charge traditionnelle où on gère, on accompagne la personne dans la gestion de sa perte d'autonomie. C'est la partie dépendance. Ensuite, nous avons la partie soins traditionnels, comme je disais, du soins infirmiers le plus élémentaire au soin le plus élaboré. Ensuite, on a très bien compris que dans ces établissements doit régner une activité d'animation réelle pour stimuler. Entre-temps, on a fait encore un progrès dans l'animation, où on estimait que l'animation doit être maintenant non seulement réalisée par des professionnels formés, mais sous contrôle de l'équipe soignante. C'est-à-dire que maintenant, l'animation traditionnelle s'inscrit dans la continuité du soin. Et ce fameux plan a mis en évidence la nécessité de mettre en place de nouvelles prises en charge. Alors, vous avez ce qui s'appelle l'unité d'hébergement renforcée. C'est une pratique, une prise en charge non médicamenteuse, mais qui permet vraiment quelque chose vraiment d'extraordinaire, tant pour les équipes en place, que pour les familles, que pour les résidents. Oui, c'est une prise en charge globale, un accompagnement global. Tout à fait. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons effectivement, au sein de notre institution, un PASA, un pôle d'activité et de soins adaptés, et qui essaye d'offrir tous les soins nécessaires à l'état de santé du patient. Parce que ça, il faut qu'on soit clair sur ça. Il n'est pas dit que nous soyons imaginatifs et produire pour produire. Il faut que ça soit en rapport avec les vrais besoins du patient.
D'accord. Absolument. Donc, puisque nous avons vu dans des précédentes émissions que la prise en charge de la maladie était avant tout une prise en charge personnalisée et individualisée. Chaque malade ne réagissant pas forcément de la même façon. Donc, nous sommes allés vous rendre visite à l'Oasis et nous avons rencontré certains intervenants dans ce fameux PASA, donc le pôle d'activité et de soins adaptés. Donc, c'est la rubrique professionnels et aidants, au nombre desquels donc, nous rencontrerons un certain nombre de professionnels qui interviennent au sein de ce PASA. Bien, alors, plusieurs corps de métier interviennent. Donc, vous avez dit que c'est une prise en charge à la fois médicale, les soins, nursing, jusqu'aux soins les plus élaborés, mais également sociales, avec un certain nombre d'activités de stimulation des différentes personnes. Alors, nous avons tout d'abord rencontré Madame Nadine Alexandre, qui est psychomotricienne. Nous regardons l'échange que nous avons eu avec elle et nous revenons ensuite sur le plateau pour en discuter. Je suis psychomotricienne et j'interviens donc au sein du PASA, qui est un pôle d'activité de soins adaptés auprès des personnes âgées à raison d'une fois par semaine. En général, ça se passe à un rythme régulier, donc toujours le vendredi, et avec une mise en place de divers ateliers qui se succèdent dans la journée. Quelles sont vos activités au sein de la structure ? Alors, tout d'abord, j'ai à peu près 3 ou 4 types d'activités qui sont toujours les mêmes de façon régulière, parce que ce sont des personnes qui sont Alzheimer pour la plupart, avec lesquelles il faut mettre en place quelque chose de très régulier pour que ça soit porteur au niveau de la rééducation ou de la stimulation en tout cas. Donc, un atelier de gym douce que vous avez pu voir quand vous êtes arrivé d'ailleurs, où on leur demande d'effectuer des petits exercices de coordination globale, mais aussi des exercices de coordination oculomanuelle avec les lancers de ballon, les passages au-dessus des plots, pour maintenir une certaine autonomie dans la mesure du possible de l'usager, pour qu'après il puisse transposer ça dans la vie courante. Donc au moment de la toilette, au moment des déplacements d'un lieu à un autre, de la chambre ou du lit au sol, etc. Donc c'est surtout ça l'objectif. En général, nous faisons aussi une partie atelier mémoire, donc avec des stimulations de support concrets, des cartes d'images où il y a des mots associés, où on leur demande de retenir ou d'arriver à lire le mot, ce qui n'est pas toujours évident, de façon individuelle. Donc en général, on se met en grand groupe, effectivement, mais tour à tour, les usagers sont amenés à lire les cartes et à pouvoir restituer au moins une carte. Certains arrivent à restituer jusqu'à 3 cartes en mémoire différée. Donc, et même des fois, certains répondent à la place des autres. Donc ça peut être intéressant parce que ça crée des interactions entre eux et ça favorise surtout le langage. Parce que comme ils sont quand même, ils ont peut-être des troubles du comportement associés du fait de la maladie d'Alzheimer, mais le fait qu'ils soient ensemble et qu'ils soient encore des usagers qui parlent, ils se répondent l'un l'autre et ça maintient le niveau de langage. On voit même, parce qu'il y en a qui viennent depuis quelques mois, un retour de ce langage qu'on avait un peu perdu avec une amélioration de l'articulation. L'autre atelier aussi qui suit, c'est un atelier conte. Donc en général, j'essaie de trouver des supports, très souvent des supports scolaires, parce qu'on a pas mal, on a des résidents qui peuvent avoir été enseignants ou directeurs d'école, ou même qui tous ont connu quelque part des contes classiques. Et on part de ce support, parce que c'est quand même une des mémoires qu'ils arrivent à conserver, pour travailler justement et solliciter cette mémoire. Donc, et on voit qu'au bout de plusieurs mois, parce qu'on les répète régulièrement, qu'ils arrivent progressivement à les mémoriser à nouveau et à les réciter pour certains de façon efficiente. D'autres types d'ateliers, c'est un atelier de relaxation qu'on propose en général après l'heure du repas, enfin sur le temps de repos, parce qu'ils ont déjà été stimulés le matin avec des effets de déplacement pour la gym douce, où là on va leur offrir un espace où ils seront sur des coussins, enfin sur des fauteuils, sur des tapis pour certains parce qu'ils ont besoin, ils n'arrivent pas à rester dans un fauteuil, mais le fait qu'on leur symbolise l'espace de détente avec le tapis, certains pourront arriver à s'allonger sur cet espace, alors qu'avant ils déambulaient systématiquement. Là, ils arrivent à se poser et à se détendre. Donc en général, c'est associé avec un support musical, un peu comme ce que vous entendez là, des supports variés avec des bruits de mer, de vagues, donc qu'on peut alterner. Et aussi des diffusions
de brume pour créer une ambiance de détente avec une semi-obscurité. Donc c'est pas vraiment un temps de sieste, mais c'est vraiment un temps qu'on veut offrir de détente à l'usager. Parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à accéder à cette sieste, qui ont des temps de sommeil très réduits, mais la relaxation leur permet vraiment d'être moins angoissés et d'être dans ce temps de détente. Il y a aussi l'atelier cuisine, donc sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler, mais surtout en début de PASA. Donc maintenant, j'y interviens beaucoup moins, ce sont plutôt les collègues. Mais en début de création de PASA, j'intervenais de façon systématique dessus, mais toujours avec le souci de, non pas de faire de la cuisine, mais de travailler à travers ce support, les coordinations oculo-manuelles dans le cadre psychomoteur. Et puis travailler aussi la mémoire, parce qu'on choisit toujours des recettes qui font appel à leur mémoire. Donc les sorbets coco, les gros gâteaux bananes, quelque chose de traditionnel pour les raccrocher quelque part à la réalité. En quoi la pratique de votre activité avec des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer diffère-t-elle de votre activité avec d'autres types de personnes? Il y a quand même des choses qui se recoupent. Je veux dire, c'est tout ce qui est travail de mémoire, d'attention, concentration. Il y a quand même des passerelles qui peuvent se faire. Il y a toujours des difficultés de coordination parce que quelque part, la personne Alzheimer âgée perd un peu ses acquis, alors que les enfants que nous avons pris en charge un service de soins et d'éducation, eux sont en train de faire ces acquisitions. Et c'est des difficultés qu'on peut retrouver dans l'un comme l'autre champ. Pourquoi avoir fait le choix d'un exercice au sein de la structure PASA? J'ai tout de suite adhéré au support lors des premières rencontres, parce qu'on a pris le temps de se rencontrer, de présenter le projet aux familles dans le cadre de la structure EHPAD et de réfléchir aussi comment c'est très stimulant dans le sens où il faut sans cesse, même si on est dans une régularité de l'activité, il faut quand même sans cesse se renouveler et amener des aménagements pour qu'ils puissent vraiment stimuler cette mémoire. Vous voyez bien que c'est très fluctuant leur capacité de réponse ou d'autonomie ou d'attention-concentration. Donc il faut tout le temps se remettre en question. Et c'est vraiment un travail qui est stimulant dans ce sens-là. On ne peut pas rester sur ses acquis. Il faut vraiment faire le choix d'y réfléchir en fin de compte quand on est avec eux. Certaines capacités d'empathie parce que sinon, qui est nécessaire sur un type de poste comme celui-là. Constatez-vous des évolutions similaires chez tous les participants? Alors, quand je parle d'évolution, on va retrouver une amélioration du langage dans le cadre de ce type de structure où ils sont amenés régulièrement. Donc, ils ne viennent pas forcément tous les jours parce qu'il y a un roulement de mis en place pour éviter aussi qu'ils puissent, eux, se retrouver des temps sur leur propre unité de vie. Ça aussi, c'est important, qu'ils aient des temps où leur famille puisse venir les visiter. Mais ils viennent suffisamment régulièrement pour que ça puisse impacter sur le maintien de leur autonomie ou de leur capacité d'attention et de mémoire. Donc, la maladie d'Alzheimer, on ne va pas dire qu'elle ne progresse plus parce qu'elle progresse, mais on peut au moins maintenir certains acquis et puis tout simplement leur offrir un espace de bien-être. Je crois que c'est ça qui est surtout très important, que la personne âgée puisse disposer d'un espace sécurisant pour elle, mais où elle peut évoluer et avoir des temps d'échange qui soient fructueux dans la journée. Nadine Alexandre, donc psychomotricienne au PASA de l'Oasis. Des réactions après ce témoignage, Monsieur Serraline? J'ai pu noter que vous avez fait un bon reportage, tout a été dit. D'accord, donc là vous avez eu la psychomotricienne, mais je peux vous lire très rapidement les différents intervenants. Donc vous avez des aides-soignantes, vous avez, comme je disais, sous contrôle de l'infirmière soignante ou référente. Bien sûr, tous ces gens tout est chapeauté et coordonné par un médecin qui porte ce nom, médecin coordonnateur. Il y a aussi des assistantes, alors je disais des aides-soignantes, et M. Rémy va nous expliquer un petit peu comment il va les transformer en aide gérontologique, des AMP. Donc c'est toute une petite équipe pluridisciplinaire qui est autour de ce patient dans le cadre de cette prise en charge et comme vous précisiez tout à l'heure, effectivement individualisée et personnalisée et avec des évaluations hebdomadaires. Nous allons voir tout à l'heure une aide médico-psychologique et également une aide soignante. Alors Monsieur Rémy, je me tourne vers vous puisque dans le cadre de l'âme d'or, vous avez mis en place un certain nombre de formations. Vous suivez l'évolution et le développement du secteur des professionnels. On voit là dans le cadre du PASA
l'intervention de plusieurs corps de métiers et peut-être également l'apparition de nouveaux métiers. Oui, mais absolument. Moi, j'étais ravi de voir ce passage dans cet établissement. Vous savez, aujourd'hui, il y a même un DU de psychomotricité du vieillissement. Quand on parlait de psychomotricité, on pensait généralement aux enfants. Et vous avez bien fait de le souligner. Aujourd'hui, les psychomotriciens interviennent aussi auprès de personnes âgées. C'est dire un peu toute l'importance que nous avons à mettre en place toute une gamme de formations pour l'ensemble des professionnels intervenant dans le champ du vieillissement. On avait tendance à penser aux infirmiers, aux soignants type médecins, aux aides-soignantes, aux ARP. Prise en charge classique. Et aujourd'hui, ça passe depuis les bénévoles. Et j'insiste beaucoup, je le disais ce matin à M. Séraline, de la nécessité de former les bénévoles, la nécessité aussi de former les parents aussi, qui accompagnent aussi. Qui sont nombreux. Donc, et souvent qui sont demandeurs justement aussi de formation. Comment faire effectivement face à mon parent âgé au quotidien. Et je dois dire que c'est la semaine nationale des personnes âgées, mais c'est pour moi aussi la semaine de ceux qui accompagnent et qui entourent les personnes âgées. Il faut dire qu'il y a tout un travail qui est fait aujourd'hui autour de la prise en charge. Monsieur Séraline l'a souligné, la palette d'intervenants, médecins coordonnateurs, animateurs. Alors là encore, voici un professionnel qui a une place extrêmement importante dans la prise en charge au quotidien. Ce ne sont pas des amuseurs, ce sont des personnes qui vraiment qui accompagnent, qui apportent une culture gérontologique, qui ont une approche des personnes âgées totalement différente de ce qu'on avait par le passé. Absolument. Par le passé, à la limite, quand on voulait vous sanctionner, Marc Séraline le sait, à la limite on t'envoyait en géronto, alors qu'aujourd'hui on a donné les lettres de noblesse à la gérontologie. Il faut dire que la pression sociale se fait de plus en plus forte et sera de toute façon de plus en plus forte avec l'arrivée des classes de familles nombreuses à l'âge, enfin en vieillissement, à l'âge où on commence à avoir certaines défaillances physique et psychique. Donc nous aurons l'occasion, dans un prochain numéro de Mahogany, de revenir sur la professionnalisation, sur les nouveaux métiers et également la professionnalisation de ce qu'on appelle les aidants familiaux. Alors nous avons une intervention en ligne, donc un téléspectateur ou une téléspectatrice qui souhaite intervenir. Bonjour madame. Alors bonjour, monsieur Séraline. Je vous parle, vous n'avez pas changé. Vous avez toujours les beaux cheveux. Et puis je vous félicite pour ce que vous avez fait. Je vais vous dire, je suis qui, Je suis la mamie de, comment on dit, Vériola. Celle que vous avez soigné sa mère avec la phlébite. Elle a 27 ans maintenant. Vous devez voir c'est qui. Je travaille au niveau Antillais. Je connais M. Rémi aussi. Et vous veniez chez moi avec votre gentillesse et tout votre sourire que vous avez gardé. Parce que chez nous, il nous manque beaucoup de sourire, mais vous avez pu garder, puis votre personnel est vraiment agréable. C'est ça qui nous manque chez nous, vous avez vu? Mais gardez toujours les beaux cheveux. Moi, ça me petit peu à M. Francisco maintenant. Charles Leuil. Très bien, bah écoutez. Quand on a dit, les gens américains, c'est fait. Alors, merci. Au revoir, à très bientôt. Bah écoutez, monsieur Séraline, avec vos beaux cheveux, votre beau sourire, une expérience apparemment très, très appréciée. Madame Alexandre a évoqué tout à l'heure la constitution de la structure, le PASA, avec donc des rencontres avec les patients ou les familles des patients. Donc c'est une initiative qui part de l'expérience et d'une demande concrète. Bon, alors à tous seigneurs, tout honneur, il faut savoir que les services de l'État, par le biais de l'ARS, l'Agence régionale de la santé, ils nous ont que nous recevrons prochainement. Voilà, ils nous ont beaucoup accompagnés là-dessus, notamment la référente du secteur Alzheimer, ici, le docteur Odel, et tous ses collaborateurs, ils nous ont beaucoup aidés. Donc ça a été quand même, le besoin ayant été identifié, ça a été, et c'était pendant les vacances, ça a été quand même pas loin de 2 mois de séances de travail très régulières, soit par téléphone, soit ensemble, beaucoup de visites de l'établissement.
Et nous avons mis en place cet outil ensemble, avec les services de l'État, l'ARS. Et il arrive un moment où, une fois que vous avez formalisé le produit, le produit en l'occurrence cette discipline, arrive un moment pour lui donner toutes ses chances de réussite, la famille doit prendre part à ces travaux. Et effectivement, c'était une discipline, mine de rien, certes méconnue, mais insidieusement qui attendue. De fait et qui, oui, elle était attendue, mine de rien, de manière implicite, non exprimée. C'était un bol d'air quand cette discipline est arrivée dans l'établissement. Bien sûr, une fois tout en place, mise en place, il y a les balbutiements du démarrage. Oui. On a mis environ, pour bien rôder la chose, facilement 1 à 2 mois, tous ensemble. Et nous sommes parvenus à un petit résultat quand même fort intéressant, dont non seulement les usagers sont contents, voire même fiers, y compris le personnel et les familles quand même soulagées de voir que dans ce domaine, il y a une réflexion permanente pour faire évoluer de manière vraiment extrêmement visible et évaluable cette prise en charge. Combien de résidents participent à ce PASA ? Alors, nous avons une capacité de montée en charge, de prise en charge de 14 personnes en même temps, réparties en 3 ateliers. Nous évitons des ateliers excédant 5 personnes. D'accord ? Et quand c'est des gestes un petit peu sophistiqués où il y a un peu de risque, par exemple, prenons un atelier jardinage. Oui. Alors, on évite qu'il y ait plus de 1, 2, 3 personnes. Là, on essaie de faire du personnalisé. Alors, l'atelier jardinage, c'est beaucoup de termes pour faire des choses vraiment extrêmement simples, mais combien utiles. Je prends un exemple. Ce matin, nous avons assisté simplement à une plante où on enlève tout autour la mauvaise herbe, comme on disait, pour permettre un meilleur épanouissement à cette plante. Et c'est simplement le soin ordinaire que nous avons, nous humains, à apporter une plante pour qu'elle puisse trouver tout son épanouissement. Et vous pouvez savoir comment ça replace la personne dans un passé, tout en stimulant des petits gestes comment on va dire, de la stimulation, de la motricité fine des doigts. Tout à fait. Alors, il y a l'atelier jardinage, on a vu l'atelier gym douce, enfin bon, avec l'utilisation de lancer de ballons, d'attraper les ballons, effectivement. On a parlé également de l'atelier cuisine. Oui. On a vu un piano. Oui. Alors, le piano, il sert à quoi? Alors, le piano, il sert à 2 choses. Alors, bien sûr, la partie animation traditionnelle, mettre de l'ambiance, amuser, rendre les gens gais, positifs, etc. Mais il y a vraiment un musicothérapeute chez nous qui vient régulièrement, hebdomadairement, et qui, à travers de la musique douce, il emploie la musique. Si, par exemple, les gens sont un petit peu endormis, il essaie de mettre une musique vivante. Oui. S'il y a de l'agitation, ça sera de la musique douce. Mais quel que soit le support, l'intonation, le style de musique employé, il y a une recherche de stimulation mnésique. On travaille énormément la mémoire. Et les facultés cognitives qui ont tendance à décroître sont vraiment stimulées dans ces moments. D'accord, c'est très important. Alors, nous n'avons pas pour ambition d'arriver à des résultats hyper positifs, mais enfin, en tout cas, nous sommes à peu près sûrs que nous ralentissons le processus d'aggravation de ces maladies neurodégénératives. Très bien. Alors, à côté de la psychomotricienne, nous en avons discuté sur le plateau, intervient également une aide médico-psychologique. Donc, c'est un de ces nouveaux métiers liés au vieillissement de la population. Il s'agit de Marilyn Pieux, donc, qui nous entretient et qui nous dit un petit peu quel est son ressenti et ce qu'elle fait au sein de la structure PASA. Et le médical, on va dire, le soin et le social. Donc, on a plutôt
des activités au niveau de la mémoire, on stimule et tout peut permettre à une personne de garder certains acquis. Alors, est-ce que dans le cadre de votre formation, vous avez aussi une spécialisation pour vous occuper des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer? C'est-à-dire qu'on touche à tout, les maladies démentes, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson. Donc, il faut vraiment, selon les activités proposées, pouvoir répondre à un besoin en fait. C'est le rôle plutôt de l'aide médico-psychologique, donc c'est une formation pluridisciplinaire, si on peut dire. Oui, pluridisciplinaire, et qui, où on travaille avec plusieurs partenaires, on va dire, comme vous voyez, la psychomotricienne, on a un soutien au niveau des soins, au niveau des infirmiers, donc oui, c'est un petit peu diversifié. Est-ce que c'est un type de structure auquel vous étiez habitué, que vous connaissiez déjà par exemple? Non, c'est une grande chance pour moi, on va dire, parce que je crois qu'au niveau du métier, c'est vraiment la structure idéale pour pouvoir accompagner la personne. Puisqu'on est plus dans l'accompagnement et pour avoir le temps à lui consacrer pour faire des activités. Est-ce que vous arrivez à nouer des relations particulières avec les personnes que vous assistez? Oui, elles sont très attachantes. On a beaucoup à donner, beaucoup à recevoir d'elles. Ce sont des personnes qui ont un besoin de reconnaissance aussi. Donc, on est là pour les aider à se retrouver en quelque part et à ne pas se perdre. Si je vous posais la question de savoir quelle est votre plus grande satisfaction au contact quotidien de ces personnes, alors je vous répondrai que quand j'arrive, moi, je trouve des personnes qui ont envie d'apprendre et avec lesquelles je n'ai pas vraiment de grandes difficultés à m'adapter moi. Et je vois que c'est réciproque. Donc, c'est déjà bien. Alors, aide médico-psychologique, un métier à la frontière du médical et du social, le type de métier qu'on va de plus en plus rencontrer. Alors, dans son interview, Madame Pieux nous faisait part du bénéfice qu'elle-même trouvait à travailler effectivement dans le cadre d'une structure avec ce type de patients. Et auquel elle n'était pas forcément préparée lors de sa formation initiale. Donc, est-ce que ça demande des qualités particulières, des qualités individuelles particulières, au-delà de la formation professionnelle? Moi, ce que je dirais, c'est que tout d'abord, ça demande une première qualité, l'écoute et l'observation. L'observation me semble être une des premières clés. Il faut pouvoir observer les gens, les écouter et je crois qu'on s'enrichit beaucoup là en écoutant et en observant parce que nous arrivons souvent avec des certitudes et je crois que ça déconstruit un peu nos certitudes. Nous avons tous les jours à apprendre de ces personnes. Alors quand elle disait cela, il y a aussi le cadre. Il y a le cadre parce que c'est vrai quand vous arrivez dans cet établissement qui est blanc là on ne prend pas d'odeur comme par le passé lorsqu'on entrait dans des structures de maisons de retraite ou autre, etc. Il y avait toujours une odeur. Non, aujourd'hui, on a l'impression vraiment d'habiter sa propre maison. Est-ce que vous voyez un peu? Et c'est ça, comme M. Serraline parlait de l'hébergement, pour les personnes qui travaillent là, c'est aussi leur quotidien. C'est là qu'ils vivent matin, midi, soir, pratiquement, pour ceux qui font la nuit. Je pense à ceux qui font la nuit, comme ceux qui travaillent de jour. Donc il faut que l'établissement soit aussi agréable, accueillant, à la fois pour eux-mêmes, pour les personnes, les usagers, mais aussi pour les parents. Moi, quand j'ai envie de venir voir mes parents, mais si
c'est déprimant pour moi. Je ne viendrai pas du tout. Il ne faut pas que ça soit une corvée, il faut du tout. faire avec plaisir. Monsieur Séraline me disait ce matin, l'intérêt pour nous d'avoir des repas thérapeutiques où on peut manger avec sa progéniture, et je trouve ça excellent. Alors, l'autre jour, je faisais remarquer, dans les établissements pour personnes âgées, on a des professionnels. L'un des professionnels, pour moi, le plus important, vous savez c'est lequel? Eh bien, tout simplement, c'est le cuisinier. On a besoin d'un bon cuisinier. Et vous avez des chefs cuisiniers. On oublie cela. On a l'impression que ceux qui font la cuisine dans ces établissements-là ne sont pas aussi chefs comme dans les grands restaurants de France. Ce sont aussi des chefs cuisiniers. Et on doit les mettre à l'honneur, toutes ces personnes. Depuis, bon, la femme de service, j'ai envie de dire, le cuisinier, la secrétaire, l'infirmier, le soignant et le directeur. Toutes ces personnes aujourd'hui reçoivent une formation. Et à la tête de ces établissements aujourd'hui, parce que bon, nous avons formé beaucoup de directeurs, tous, madame, tous, ils ont reçu une formation, à la fois en management, en gestion, une formation appliquée à la gérontologie, une formation pour mieux prendre en charge ces personnes. Donc nous aurons l'occasion d'y revenir de façon beaucoup plus détaillée et précise. Donc nous avons également rencontré, la fin de l'émission est proche, donc nous avons également rencontré l'aide-soignante. Donc effectivement on voit une autre palette des intervenants au sein de la structure PASA. Donc nous regardons quelques instants Kelly Dubo, aide-soignante au PASA de l'Oasis. Ça fait 10 mois à peu près qu'on travaille ici et on est là dans l'accompagnement avec au niveau des intervenants et même pour les résidents, on leur apporte toujours le soin de bien-être, de confort. En quoi consistent ces soins? En fait, c'est de vraiment prendre le temps de faire du soin adapté, de réapprendre aux résidents des gestes de vie quotidienne. Est-ce que dans le cadre de votre formation, vous avez reçu une spécialisation pour vous occuper des patients atteints de troubles démentiels? Pas de manière approfondie. En fait, on nous apprend les pathologies, les différentes pathologies qu'on pourrait rencontrer au niveau des patients, mais c'est vraiment sélectionné qu'on apprend à découvrir vraiment qu'est-ce que c'est que la maladie d'Alzheimer et des troubles apparentés. Qu'est-ce qui a motivé le choix de travailler dans cette structure? Alors, le choix, c'est la base du volontariat. C'est une manière de découvrir les tâches du métier, parce que c'est complètement différent de ce qu'on fait au quotidien, au milieu hospitalier et tout. Là, on est quand même bien plus proche des résidents, on apprend à connaître vraiment les résidents dans leur profondeur et on a du contact avec les familles un peu plus que dans les autres structures. Est-ce que vous avez des satisfactions particulières au contact des patients qui fréquentent le PASA? Oui, parce qu'il y a beaucoup que maintenant ils nous apprennent, ils apprennent à nous connaître, ça va qu'on est vraiment la vérité des témoins. Et donc, depuis que vous êtes arrivé dans la structure, vous constatez quand même des progrès. Il y a quand même beaucoup de progrès. Les résidents eux-mêmes aussi, quand ils arrivent, ils nous disent qu'ils sont bien ici, qu'ils arrivent à connaître les lieux, ils savent plus travailler ici. Là. Très bien, donc nous avons vu une des intervenantes au PASA, nous avons constaté le bénéfice qu'elle tirait de sa participation au sein de cette équipe médico-sociale. Monsieur Séraline, quand on voit tant d'intervenants, le PASA est situé dans bénéficie de locaux dédiés. Oui, ce sont des locaux dédiés, en effet. On a l'impression d'ailleurs que c'est les participants vont au travail, quoi. C'est toute une journée avec des activités, des petits temps de repos, etc. Quotidiennement, ça s'organise de quelle façon? Mais c'est des transferts classiques, puisque c'est quand même un établissement qui s'étend sur pratiquement 6 à 7 petits bâtiments. Nous n'avons pas de gros bâtiments. Tout ça divisé en petites unités de 8 personnes. Donc, les résidents qui sont, si vous voulez, qui sont éligibles pour cette discipline, sont ceux qui, un petit peu, ont tendance soit à être agités dans leur unité. Donc, c'est une vie
pas agréable pour eux, ni pour leur entourage. Donc, ils partent là pendant 7 heures. Et c'est un gros bénéfice pour l'unité dont proviennent ces gens, parce que cette unité redevient calme. Et cette personne va exprimer son énergie différemment. D'accord? Et comme j'expliquais à M. Rémy sur place, où il m'interrogeait sur les activités extramuros, c'est-à-dire en dehors de l'établissement des sorties. Alors je lui disais, par exemple, c'est le fait d'avoir conçu cette unité à part de l'établissement, ça a une ambiance de sortie, déjà. Hein? Puisque, si vous voulez, c'est... On quitte le voilà, on quitte l'enceinte, on quitte surtout l'unité, déjà. On est absent de son unité. Maintenant, pour ne pas non plus accroître leur désorientation, il faut savoir qu'il y a un temps à respecter, parce qu'au moment, même mal ou non exprimé, la personne souhaiterait retrouver ses espaces privés. D'accord? Absolument. Alors, autant de petits détails dont il faut tenir compte. Alors, si nos téléspectateurs souhaitent rentrer en contact avec l'Oasis, prendre des informations, avoir des renseignements, comment peuvent-ils faire? Nous donner les coordonnées? Alors, c'est très simple. Nous avons un service administratif et d'information qui accueille les appels téléphoniques du matin, de 8 h du matin jusqu'à 16 h, sans aucune... assez facilement au 05 96 63 21 42. Très bien, je vous remercie. Alors, juste pour terminer, ensuite nous aborderons l'agenda de Mahogany. Au niveau du financement, comment cela se passe? Parce qu'on suppose qu'une telle structure a un coût de revient relativement élevé. Alors, relativement élevé. Déjà, on va essayer de comprendre comment se fabrique la tarification de ce type d'établissement. Comme je vous disais, c'est certes une institution privée, commerciale, mais qui a des organismes de tutelle. Donc, nous avons 2 partenaires, ce qu'on appelle traditionnellement dans notre jargon professionnel des autorités tarifaires, les services de l'État qui financent la partie soins, les services du département qui financent la partie dépendance, et il y a ce qui s'appelle le reste à charge, c'est-à-dire le nourri, logé, blanchi, comme si vous étiez à l'hôtel, un hôtel quand même de certains bons niveaux. Monsieur Rémy parlait de l'importance de la nourriture. Je vais même ajouter que ces établissements auront, lui, non seulement se dotent de professionnels capables de produire une nourriture de qualité, mais le font vraiment dans la qualité, en ce sens que nous sommes en liaison chaude. Le repas que la personne ingère à midi a été fabriqué à 10h30, 11h30, il ne provient pas de congélateur. D'accord? Qu'on soit clair sur ça, idem pour le soir. Et nous avons un service cuisine qui fonctionne en non-stop de 6 h du matin jusqu'à 20 h le soir. Donc un hébergement de qualité. Nous avons d'ailleurs dans Mahogany eu l'occasion de souligner la notion de plaisir dans le cadre de l'alimentation des personnes âgées d'une façon très générale et sans doute des personnes atteintes de maladies comme la maladie d'Alzheimer. Alors, c'est le temps, malheureusement, le temps qui nous est imparti est quasiment écoulé. Donc, je vous remercie, Monsieur Serraline, je vous remercie, Monsieur Rémy. Nous aurons l'occasion donc de reparler de la formation des professionnels qui interviennent autour des personnes âgées. Alors, je vous l'ai dit en début d'émission, nous sommes dans la semaine bleue, la semaine dédiée aux retraités et aux personnes âgées. C'est une semaine qui a pour but d'informer et de sensibiliser l'opinion publique sur la contribution de ces personnes, les retraités et les personnes âgées, leur importance dans la vie active, la vie économique, sociale et culturelle de tout notre département en l'occurrence. Alors, nous avons en ligne Monsieur Panzo. Monsieur Panzo, bonjour. Vous êtes directeur du CCAS de la ville de Rivière-Salée et donc vous organisez un certain nombre de manifestations au cours de cette semaine. Monsieur Panzo, oui? Oui, bonjour. Monsieur Panzo n'est pas le directeur du CCAS. Le directeur du CCAS, c'est Monsieur Foisé-Loire. Pardonnez-moi, vous êtes l'adjoint au maire chargé, responsable du CCAS. Exact, voilà. Absolument. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire en peu de mots quelles sont les activités que vous organisez au sein de votre commune, la Rivière-Salée, dans le cadre de la Semaine Bleue?
Alors, dans le cadre de cette semaine, dont le slogan est vieillir et agir ensemble dans la communauté, mais déjà ce matin au centre culturel, il y avait une conférence débat sur le thème bien manger pour bien-être, animée donc par une experte en diététique, un docteur en sociologie de l'alimentation. Sinon, nous continuons demain matin avec le trophée du grand âge. C'est une visite à domicile et une mise à l'honneur des centenaires de la commune. Donc, vous en avez un certain nombre. Pardon? Vous avez un certain nombre de centenaires, hein, nous en avons 7, dont la plus âgée, c'est Madame Mako Alice, 105 ans. Très bien. On vit vieux à Rivière-Salée. Il fait bon vivre chez nous. C'est ce que je vois. Ensuite, le jeudi 18 à 9h30, toujours au centre culturel, projection d'un film, La Petite Chambre. Hein? Donc, c'est l'histoire d'une jeune infirmière à domicile qui se fait complice d'un vieillard qui refuse la maison de retraite. Et donc, ce même jeudi à 10h, donc à l'habitation Lédic, eh bien, il y aura l'inauguration de la résidence senior Lédic, une résidence qu'a faite notamment la société Simard, et qui se trouve donc à Lédic, qui se trouve bien sur le territoire de Rivière-Salée, à Petit-Bourg exactement. Et puis donc le dimanche 21, donc ils ont leur grand-messe à 9h30 dans l'église Saint-Jean-Baptiste de Rivière-Salée. Et puis après, ces messieurs dames vont dans un restaurant pour finir la semaine en beauté. Finir la semaine en beauté avec tombola, concours de danse, un certain nombre de choses. D'accord, un déjeuner dansant donc voilà. Ce dimanche 21 octobre. Voilà. Alors les activités, les différentes manifestations sont gratuites, elles sont ouvertes à tous? Elles sont gratuites et ouvertes à tous. Très bien, bah, écoutez, nous encourageons nos téléspectateurs, nous-mêmes également, hein, ceux qui aiment danser les danses d'autrefois et de pas si autrefois d'ailleurs. Je vous le dis en confidence, je suis une excellente danseuse de danse d'autrefois. Donc il se peut que vous me voyez. Bah, écoutez, monsieur Panzo, je vous remercie. Oui. Parmi nos personnes âgées, nous en avons d'excellents aussi. Hein? Eh bien, j'irai voir sur place. Ah oui, qui ont même participé à des groupes folkloriques. Hein? Ah, bah très bien. Bah écoutez, oui. C'est à voir et à consommer également. Bon. Bah écoutez, merci beaucoup, monsieur Panzo. Bonne semaine hein, à Rivière-Salée et également dans toutes les communes de la Martinique. À très bientôt. Alors, que je vous dise en finale, puisqu'on est tenu par le temps, que ces messieurs dames attendent impatiemment l'ouverture de la maison des seniors. C'est une maison qui est en construction pour l'instant, donc sur le territoire de la commune, et qui est là pour donc accueillir nos deux associations, Valeurs Saléennes et Harmonie et Créativité, pour leur permettre de développer leurs activités, celles qu'elles font déjà, macramé, activités manuelles, et puis avoir leur siège à eux, leur maison à eux. Très bien. Voilà. Merci, monsieur Panzo. Nous en rendrons compte dans un futur numéro de Mahogany. Il est maintenant l'heure de rendre l'antenne. Donc, je remercie une nouvelle fois nos deux invités, hein, monsieur Séraline et monsieur Rémy, que nous aurons sans doute l'occasion hein, de revoir dans Mahogany. Je vous retrouve la semaine prochaine, donc mardi entre 11h et 12h. Nous, toujours dans le cadre de la thématique sur la maladie d'Alzheimer, nous irons à la rencontre des résidents, des participants à la Goutte d'Élixir, qui est une maison située sur le territoire de Saint-Joseph et qui offre un autre type de prise en charge des malades atteints de la maladie d'Alzheimer dans le cadre d'un accueil de jour. À très bientôt.